Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de l'année 2016 de notre émission hebdomadaire dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, après avoir fait la rétrospective des principaux événements de l'année 2015, on s'attache à un exercice non moins traditionnel qui sont l'analyse des grandes tendances de l'année 2016, et on en a retenu 5, on peut retenir 6, 7, 8, 9, 10, absolument. Mais on est resté à 5. Alors première tendance importante, on va parler de systèmes hyper convergés, d'infrastructures hyper convergées, qui fait elle-même partie des systèmes intégrés. Absolument. Alors, petit complément d'ailleurs, c'est les tendances pour 2016, mais c'est les tendances qu'on a vu poindre il y a déjà quelques années, et donc qui s'étalent sur plusieurs années, et donc on va les voir en 2016 et 2017, puisque c'est loin d'être terminé. Alors, les systèmes intégrés, donc... En fait, ce n'est pas un phénomène très nouveau. Hein. Comme souvent en informatique, c'est un peu l'idée de retour vers le futur, parce que les bons vieux mainframes et puis les VAX de digital, c'était des systèmes intégrés. En gros, il y avait tout en un, jusqu'au système d'exploitation et puis les applications, donc tout était dedans. Et puis, bon, il y a eu le phénomène des serveurs, où on a éclaté un peu les différents composants, donc les serveurs proprement dit, le stockage, les réseaux, et donc avec des fournisseurs différents. Et puis, depuis quelque temps, finalement, il y a une espèce de mouvement de balancier un peu inverse, et on revient à cette notion de système intégré, en particulier pour la raison qu'il faut rapprocher les données des nœuds de calcul pour être le plus efficace possible. Et donc, on parle de système scale-out, donc en gros, on peut avoir des clusters qu'on peut finalement agrandir au gré des besoins. Donc, le pionnier, si je puis dire, qui est venu sur le devant de la scène dans ce domaine, c'est Cisco il y a 5-6 ans, avec ses systèmes UCS, et puis d'autres ont suivi. Et donc maintenant, c'est un véritable marché ou segment de marché. D'ailleurs, IDC l'analyse depuis 5 trimestres maintenant, donc on commence à avoir un petit historique. Et lui, il le classe en 3 grandes catégories. Donc il y a d'un côté les systèmes intégrés, donc qu'on connaît depuis très longtemps, dont le leader est VCE. VCE, c'est le partenariat entre VMware, Cisco et puis EMC, qui aujourd'hui a été remanié pour les raisons qu'on connaît. Mais il y en a d'autres, il y a HPE, il y a Oracle qui a ses appliances Business Intelligence, il y a Hitachi qui est présent sur ce marché, donc il y a un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est pour les systèmes intégrés. Il y a les systèmes d'architecture de référence. Donc là, l'idée, c'est un peu la même, mais c'est un petit peu différent dans le sens où on part de spécifications, et puis le fournisseur, il prend des composants qui viennent un peu de partout, et puis il les assemble en fonction de ces spécifications. Donc ça, c'est les deux principales catégories en termes de valeur. Et puis il y a la troisième catégorie qui est la plus intéressante, dans la mesure où elle pousse vraiment loin le paradigme de système convergé, puisqu'on parle d'hyperconvergence. Et dans cette catégorie-là, qui est pour l'instant la plus petite, mais dont la croissance est la plus importante, on a des startups maintenant qui commencent à devenir assez conséquentes. On a beaucoup parlé, on a parlé cette année de Nutanix et SimpliVity, aux côtés d'entreprises plus établies comme VMware ou EMC. Donc c'est vraiment cette troisième catégorie qui est en pleine ébullition, et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, sachant que globalement, ce marché des systèmes intégrés représente aujourd'hui à peu près 10% du marché global des matériels. Donc c'est 10 milliards en ordre de grandeur 100 milliards, dans lequel on met quoi? Dans ces 100 milliards, on met les serveurs, les systèmes de stockage, et puis tout ce qui concerne les matériels de réseau. Donc 10%, ça commence à devenir significatif, et donc c'est une tendance, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors autre tendance finalement assez proche, un secteur assez proche, la vogue des conteneurs, et puis on parlait d'uberisation, je crois qu'on va pouvoir parler de dockerisation bientôt, ouais, au travers de l'acteur leader, même si c'est encore une start-up, qui est Docker. Absolument, donc j'ai pas pensé, mais très bien, on se souviendra de dockerisation. Donc rapide historique, en gros il y a eu la virtualisation, puis avant il y avait rien.
c'est pas tout à fait vrai, puisque la virtualisation, on connaît ça depuis quasiment les débuts de l'informatique, puisque IBM, les mainframes avaient déjà cette notion de virtualisation en place. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une partition logique sur une infrastructure matérielle, et donc on comprend bien que ça donne beaucoup plus de souplesse. Ce qui est arrivé avec la virtualisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc avec VMware, c'est qu'en gros, les principes de la virtualisation ont été déposés sur les serveurs x86. Et donc aujourd'hui, VMware est le grand leader de ce marché avec, on parle de 50 millions de machines virtuelles, 500 000 clients, donc c'est quand même assez important. Et donc la containerisation porte un peu plus loin cette idée de souplesse et de flexibilité, dans la mesure où, contrairement à la virtualisation qui embarque le système d'exploitation, le conteneur, lui, n'embarque pas, il embarque juste ce qui est nécessaire pour une application de fonctionner, et donc permet finalement d'ouvrir un conteneur très rapidement et d'avoir une application qui fonctionne dedans, et puis de la transposer, de la transporter de cloud sur un autre cloud. Donc on voit bien que c'est vraiment une étape supplémentaire dans la souplesse que ça apporte. Et d'ailleurs, un des avatars de cette containerisation, c'est le phénomène DevOps, en gros, qui permet d'associer le développement et les opérations, dont on sait bien qu'ils ont des préoccupations différentes. Le DevOps, il faut que ça aille très vite, les opérations, il faut que ce soit solide. Donc les deux ensemble, c'est pas toujours. Et donc cette idée de containerisation permet de mettre les deux ensemble plus facilement. Sur le marché de la containerisation, donc le grand acteur, même si les cartes sont loin encore d'être battus, en tout cas les dés jetés, si on peut dire. Le leader pour l'instant, c'est Docker, mais il y a d'autres postulants. On parle de Rocket de la société CoreOS. Et puis aussi, cette année, il y a eu un événement marquant dans ce domaine, c'est une initiative de standardisation autour du phénomène de conteneurs. Donc c'est le Open Container Initiative qui en gros essaie de mettre en place des standards, parce qu'on voit que le problème des standards, c'est quelque chose on voit bien en informatique, mais dans bien d'autres domaines, c'est très important. Il faut dès le début poser les bons standards, sinon après on est éclaté, on a plusieurs standards qui sont en concurrence pour des effets qui sont pour les utilisateurs pas ceux attendus. Alors, autre grande tendance et préoccupation, finalement, c'est la fiabilité du stockage électronique, qui n'est pas tout à fait celle qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Oui, absolument. Essayons de relire le CD-ROM qu'on a tous chez nous. Tout à fait. On est dans vraiment un paradoxe qui est qu'on est entré dans une société totalement numérique, donc toutes nos mémoires sont sur des supports numériques. Et puis finalement, donc on est très dépendant de ces supports, et d'un autre côté, on s'aperçoit que finalement, la pérennité de ces supports n'est pas celle à laquelle on pensait. Donc bon, c'est vrai que les SSD sont là, les mémoires flash qui permettent de constituer des disques électroniques au lieu de disques magnétiques, avec des bénéfices évidents, qui sont un temps de latence beaucoup plus faible, qui est la possibilité d'attaquer plusieurs blocs en simultané, là où le disque magnétique obligeait à lire un secteur et puis avait une partie mécanique, donc on voit rapidement. Néanmoins, ça pose effectivement le problème de la pérennité, et donc là on fera juste deux petites incises qui ne sont pas si anecdotiques que ça, mais si on prend par exemple l'ANDRA, qui est l'agence nationale qui s'intéresse à la gestion des sauvegardes des déchets radioactifs, et donc qui, elle, a justement cette idée de conservation des données sur des centaines d'années, et bien finalement a retenu comme support pour savoir où on a stocké ces données, le papier et l'encre. Alors pas celui qu'on utilise tous les jours, mais en tout cas le papier et l'encre. Donc ça, c'est une première idée. Deuxième idée, deuxième exemple plutôt, c'est celui du CERN, donc qui crée des volumes importants de données quand il fait s'entrechoquer des particules, et des données qu'il ne peut pas analyser tout de suite.
parce qu'il n'y a pas les puissances de calcul, il n'y a pas le nombre de chercheurs qu'il faut, etc. Donc ces données, on les stocke et puis on va les analyser plus tard. Et donc sur quoi on les stocke? Eh ben, on les stocke sur des bonnes vieilles cartouches. Donc finalement, on voit bien que les choses évoluent, mais qu'il y a encore des vieux standards qui restent. Alors le dernier point, c'est maintenant après. Donc on est vraiment à ce point d'inflexion pour les mémoires SSD qui entrent dans les entreprises. Hein, tout ce qui est système de stockage magnétique est en train d'être remplacé par soit des systèmes hybrides qui combinent du magnétique et de l'électronique, ou des systèmes complètement électroniques. Mais après ça, l'étape d'après, c'est quoi? Eh bien, le futur, c'est pas tout de suite, mais il y a un laboratoire Hitachi au Japon qui étudie la possibilité de stocker des données sur du quartz, parce que le quartz a des propriétés très, très intéressantes. Et puis encore plus futuriste, là, c'est la possibilité de stocker des données sur de l'ADN synthétique. Et là, l'intérêt, c'est que l'ADN synthétique, comme l'ADN naturel, dans des bonnes conditions de conservation, peut se conserver sur des périodes extrêmement longues, puisqu'on a retrouvé de l'ADN d'animaux de plusieurs centaines de milliers d'années qui était exploitable. Donc c'est vraiment une voie d'avenir, mais on n'y est pas encore. Et un des intérêts de cette voie, c'est qu'elle offre une densité absolument phénoménale, puisqu'on dit, bon, c'est un ordre de grandeur, mais on dit que toute l'information du monde pourrait contenir dans un parallélépipède de 2 mètres cubes. Donc on voit bien que ça résoudrait pas mal de problèmes, en particulier celui dont on va parler maintenant. Alors évidemment, la quatrième tendance, qui n'est pas une tendance récente, mais qui pour le coup s'affirme, c'est le big data, où là on va passer peut-être plus de la notion de techno à la notion d'usage, en tout cas de service rendu. Puisqu'on en parle beaucoup, mais absolument. S'en servir. Alors, peut-être déjà, un premier point, c'est en termes de technologie. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, enfin, de significatif en 2015? Donc, quand on parle Big Data, on parle d'Hadoop, bien souvent. Et donc, en 2015, il y a un phénomène qui n'est pas lié à 2015, mais qu'on connaissait déjà, mais qui s'est quand même bien établi cette année. C'est le phénomène Spark, qui est la possibilité de traiter des grands volumes de données in memory sur des clusters mémoire. Donc ça veut dire que là où Hadoop ne permettait pas de traiter des données en temps réel, entre guillemets, avec Spark, quand on combine les deux, on peut le faire. Et donc on peut faire du big data temps réel et de l'analyse de données considérables dans des délais qui sont compatibles avec la problématique des entreprises. Parce que si on fait une analyse et qu'on a le résultat 3 ans après, c'est pas très utile. On est content, mais ça sert pas à grand chose. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le cabinet IDC évalue ce marché du big data. Donc dedans, on met quoi? On met la vente de logiciels, les services et puis les infrastructures matérielles qu'il faut acheter pour mettre donc du stockage et puis des serveurs pour le traitement. Ce marché-là, c'est en gros, hein, pour donner des ordres de grandeur, c'est 50 milliards de dollars, donc c'est important, avec des taux de croissance de l'ordre de 15-20%. Donc c'est quand même très rapide. Petit bémol à cet enthousiasme d'IDC, donné par le Gartner, qui est que malgré tout, il y a encore des freins au développement du big data. Le premier, c'est la complexité, parce que malgré tout, c'est pas simple, ça reste relativement complexe, et ça nécessite des compétences qui n'existent pas partout et qui ne sont pas tout à fait disponibles. La deuxième difficulté, c'est que pour lancer un projet, il faut en montrer la valeur, ce qui n'est pas toujours évident, parce que on cherche quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi, et pour le montrer, c'est pas évident. Et puis le troisième point, qui est un frein également, c'est le fait qu'il faut intégrer ça à l'existant. Donc tout ça fait que ça ralentit un peu ce phénomène du big data, mais qui est là en tout cas, tout simplement parce que les données s'accumulent, et donc il va bien falloir en faire quelque chose. Et enfin, cinquième tendance qui d'ailleurs contribue au big data, hein, c'est l'Internet des objets, qui était déjà là en 2015, mais qui, j'allais dire, s'est éclaté en 2016. Oui. Et le CES qui se déroule en ce moment est là pour montrer, en tout cas sur la partie grand public, que c'est pas encore la fin d'Internet des objets. Non, c'est même pas la fin, c'est le tout début. Donc, fait significatif, en 2015, il y a eu la société toulousaine Sigfox qui a levé 100 milliards de dollars. 100 millions.
100 millions. Oui, 100 milliards, ce serait encore plus intéressant, mais enfin 100 millions c'est déjà considérable et donc qui montre bien que c'est pas les investisseurs ont été prêts à mettre quand même ça sur quelque chose qui est important, donc qui démontre l'intérêt de ce phénomène, de ce marché. Alors un certain nombre, plusieurs choses sur l'Internet des objets. Le premier, c'est que d'après le cabinet de Deloitte, même si la phase émergée est très grand public, vous parliez du CES tout à l'heure, finalement la plus grande partie des revenus vont venir des entreprises avec des applications sur les systèmes industriels, enfin des choses qui sont vraiment liées aux problématiques des entreprises. Le cabinet Marquès, lui, a fait une petite enquête auprès des décideurs qui montre que les projets, que 30% d'entre eux ont des projets avec réalisation en 2017. Donc ça veut dire que 2017 c'est demain et donc c'est quelque chose qui se développe rapidement. Le cabinet McKinsey, lui, a fait une analyse des différentes applications possibles et il en a trouvé 150. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités d'application dans des domaines extrêmement différents. L'Internet des objets, ça va permettre à certains secteurs en difficulté éventuellement de rebondir. On peut penser par exemple au textile avec tout ce qui est textile intelligent et puis l'automobile dont on a parlé pas mal cette année avec le phénomène de l'automobile connectée, autonome, avec des accords entre les acteurs traditionnels et puis des sociétés nouveaux, et puis on a parlé de ubérisation, on parlait de dockerisation, là c'est l'ubérisation, donc tout ça fait que ça bouge beaucoup. Et puis les deux secteurs qui seront les plus impactés par l'Internet des objets, a priori, dans les années à venir, c'est le secteur de la santé et de l'énergie. Donc ça donne un tableau un petit peu général, sachant que je dirais que le bémol à mettre à tout ça, c'est que tous ces objets connectés qu'on a déjà depuis un certain temps, mais qui vont croître dans des proportions qu'on ne connaît pas vraiment. Le Cisco était le premier d'ailleurs à donner un chiffre, 50 milliards en 2020, personne n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y en avoir beaucoup, ça va se compter en milliards. Tous ces objets, ils vont consommer de l'électricité. Et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a publié un rapport cette année pour dire qu'il fallait vraiment se pencher sur le problème parce qu'il y avait une explosion de la consommation électrique et que ça pouvait être un problème sérieux. Et pour conclure, on va parler des objets et services de l'année dans le domaine professionnel, bien sûr, oui. Et qui vous avez retenu un certain nombre. Oui, alors là, effectivement, en termes de produits, donc c'est vraiment des annonces de produits sur 2015. On retiendra évidemment Windows 2010 et Office 2016 par Microsoft, s'il faut préciser, sachant qu'on les mentionne en premier, mais néanmoins, on a bien vu que l'impact de ces deux nouveaux produits n'était pas le même que celui qu'on avait connu sur les générations précédentes, qui est tout simplement le fait que, la traduction du fait que le poste de travail sur le bureau n'est plus le seul poste de travail. Il y a aussi tous les terminaux mobiles dans les smartphones qui ont attiré beaucoup de développeurs, beaucoup d'attention des médias, etc. Donc ça s'est vraiment décentré sur autre chose. Et puis en termes de nombre aussi, c'est un rapport de 1 à 6. Il y a peut-être 300 millions de postes de travail contre 1,6 milliard qui se vendent chaque année. Donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Il y a eu le Z13, donc le mainframe d'IBM. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, on est un peu à l'opposé du spectre. Donc là, ça montre que les mainframes sont toujours là. Ils sont pas comme Capri, c'est pas non, exactement. Et IBM a intérêt à ce qu'il reste bien vivant parce qu'il rapporte encore beaucoup d'argent. Il y a eu la Java 9, donc Java. Ça a été développé dans les années mi-90, nouveau langage de développement qui a connu un succès phénoménal, qui est un des principaux langages utilisés aujourd'hui. Donc on arrive avec la 9e génération. Et qui est entre les mains d'Oracle, suite au rachat de Sun. Suite au rachat de Sun, absolument.
Il y a, on pourrait mentionner également la version 6 de Linux de Red Hat. Pourquoi ça? Tout simplement parce que Red Hat est le numéro 1 sur le marché Linux et le numéro 1 de l'open source. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? La 6e version des Absolument. Alors là, on change un petit peu sur le hardware. Alors, on va en citer deux. Il y a d'un côté Intel qui a lancé la 6e version de ses processeurs Core. C'est quelque chose qui est significatif. C'est ce qui va équiper nos ordinateurs très rapidement. Et puis, il y a, si on revient chez IBM, la gamme Power 8 a été complétée cette année avec une roadmap pour les années à venir jusqu'en 2020-2022 avec le Power 10. Donc ça veut dire que IBM en a encore sous le pied, si je puis dire, puisque le Power 10 c'est du 10 nanomètres. Donc on est encore à 2 générations devant. Et d'ailleurs, phénomène intéressant, c'est que les Power 10, en tout cas les Power 8 déjà, et puis Power 10 encore plus, ont des spécificités qui leur permettront de concurrencer peut-être un peu plus l'Intel. Donc il peut y avoir éventuellement un rebasculement sur le marché des serveurs. Donc c'est quelque chose qu'on suivra. Sachant qu'on rappelle pour nos lecteurs qui ne sont pas forcément familiers de l'architecture serveur que cette famille Power 8, c'est du risque, et que la famille x86 chez IBM a été vendue à Lenovo. Absolument. Et puis pour finir, on va parler d'Apple avec l'iPad Pro. Effectivement, faut-il en parler, mais on en parle quand même. Donc il y a l'iPad Pro qui en fait symbolise la volonté d'Apple de rentrer dans le monde professionnel et qui s'est traduit également par la signature d'accords avec IBM pour développer des applications justement dans le monde professionnel sur ses supports mobiles. Et puis, comme Woody Allen nous gratifie d'un nouveau film chaque année, Apple nous sort un nouvel iPhone, et cette année ça a été le 6S, puisque en fait chaque année c'est soit c'est un nouveau numéro, soit une lettre qui s'ajoute. Maintenant c'est bien rodé, donc vraisemblablement l'année prochaine ce sera l'iPhone 7, sauf s'il y avait un saut de génération, ce serait l'iPhone 8, mais on verra ça l'année prochaine, enfin cette année en tout cas. On va conclure là-dessus. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition, j'allais dire, plus traditionnelle de notre hebdo vidéo sur l'actu IT et télécom.